Comme le temps passe, nous arrivons déjà à la clôture de ce premier mouvement Ils ont osé et nous avons un intervenant de choc pour la clôturer, c'est monsieur Alain Prost. Ça vous va ce que vous avez entendu pour l'instant? Passionnant. C'était passionnant, vous étiez là depuis le début. Vous me confirmez bien que vous n'êtes pas le champion du monde de F1, tout le monde vous l'a fait, donc je suis obligé. C'est juste la 5000e fois que J'imagine bien, oui. Il y a des homonymies plus détestables, plus lourdes à porter. Alors, on verra tout à l'heure un peu en images ce que vous avez fondé, parce que c'est très agréable à regarder, du moins c'est mon point de vue. Vous avez repris la mythique maison Le Jaby. Et pourtant, vous n'y étiez pas forcément prédestiné à ça, puisque à la base, vous travailliez dans l'entreprise chez L'Oréal avant de devenir numéro 2 de Chanterelle. Vous auriez pu et La Perla, pardon, vous auriez pu vous contenter de faire ça. Pourquoi est-ce que vous avez, quel a été votre parcours d'entrepreneur dans votre vie? Comment est-ce que ça a maturé avant d'arriver à la reprise de Le Jaby? En fait, je crois que j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur caché et qui s'est simplement révélée en fait les années passant, les expériences se cumulant. J'ai commencé avec dans une grosse entreprise L'Oréal, 20 ans, toujours en voyage, souvent à l'étranger, des petites structures, puis un groupe grosse PME, puis une PME italienne gérée par des Américains plus petite, où là j'étais vraiment le responsable à 360 degrés. Cette expérience s'est arrêtée, j'avais 50 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je repars dans un groupe, j'avais pas vraiment envie, je cherche quelque chose de différent, et en fait j'ai fait un petit coaching, et de manière surprenante mais évidente, ce que j'avais envie de faire, c'était être mon propre boss et créer une entreprise. Donc l'âme entrepreneuriale s'était révélée, et par coïncidence, je dirais, sans parler du cas Le Jaby, du contenu, mais plutôt la catégorie, puisque je travaillais depuis 10 ans dans la lingerie, il y a eu cette opportunité de reprise. On m'a appelé pour construire le projet de reprise, et donc ça s'est passé comme ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu de déconstruction ou de démystification médiatique? Aude, dans son discours inaugural, parlait du French bashing. Et c'est vrai que souvent en France, on aime mettre en avant ce qui ne va pas. Et quand vous avez repris la maison Le Jaby, on s'est dit, de toute façon, il va absolument tout délocaliser. C'est une opération à court terme, il ne va pas rester. Enfin, en gros, il vient, il fait son opération, il repart et puis il empoche le chèque. Voilà, Vous vivez ça comment? Bon, sur le moment, je l'ai très mal vécu, parce que quand vous sortez du tribunal et qu'on vous appelle patron salaud, c'est quand même difficile. Quand vous reprenez une entreprise de 200 personnes, que quelque part vous y mettez vos économies personnelles de 25 ans de boulot, que vous savez que cette boîte perdait 18 millions d'euros depuis 3 ans, que le challenge va être particulièrement difficile, et que je dois dire que c'est exactement comme dans le sondage, c'est pour me réaliser par motivation personnelle profonde, et non pas pour faire du gain, gagner de l'argent, etc., que j'avais repris cette société. Donc, si vous voulez, c'est très dur à vivre. Et puis, c'est aussi, comme j'ai un peu la niaque, si vous voulez, ça a été une motivation de plus pour réussir le projet. Donc, aujourd'hui, le projet n'est pas réussi. J'ai toujours dit qu'il faudrait 3 ou 4 ans pour reconstruire cette société sur des fondements qui sont durables et qui seront pérennes. Mais on a déjà fait peut-être l'année la plus difficile, et le projet est en droit chemin. Alors bon, dans un instant, on va regarder en vidéo un petit peu ce que vous faites et puis on commentera l'avenir de la maison. Mais dans un premier temps, dites-nous quand même ce qui s'est passé en termes d'analyse, parce que c'est important. On a souvent l'impression qu'il y a de la désespérance et qu'on vous dit que tout est impossible. Et c'est vrai que sur le papier, reprendre le Jaby, c'est pas gagné. Je crois que le chiffre d'affaires avait été divisé par 4, il y avait des dettes. Comment est-ce que vous lisez ce bilan et vous vous dites, je vais réussir à en refaire un truc? Vous n'avez pas lu les bons chiffres ou? Ou alors j'avais pas d'expérience. Non, je pense qu'en définitive, chez L'Oréal, on avait appris quelque chose de fondamental, c'est qu'un verre peut être à moitié vide ou à moitié plein. Donc on se prenait des baffes pendant beaucoup de réunions,
on nous expliquait, mais vous n'y croyez pas, c'est à vous d'inventer le modèle, c'est à vous d'inventer le projet, etc. Et je pense que ça a été une formidable culture, formidable enseignement. Et donc, moi, derrière ce projet, ce qui m'intéressait, c'était la marque, qui était une formidable marque. Par exemple, 30% des Allemandes connaissent le Jabi. Ce n'est pas donné sur tous les business aujourd'hui. Et derrière cette marque, il y avait un savoir-faire. Et donc, moi, j'ai racheté la société parce que derrière, il y avait un savoir-faire français qui m'intéressait et que je connaissais, puisque quelque part dans ma carrière, j'avais géré des produits Le Jabi qui étaient toujours en tête des hit parades de nos enseignes. Et donc, derrière ce savoir-faire qui s'était endormi, mon pari, c'est de dire, on va le réveiller, on va reconstruire quelque chose, et on va reconstruire quelque chose de français, parce que dans notre projet, on veut reconstruire Le Jabi par le haut, créer une lingerie de luxe française, 100% faite en France, alors que plus rien n'est fait en France en lingerie depuis 10 ans et même beaucoup plus longtemps. La filière a complètement disparu aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est 100% français et 100% fait à la main aussi. On est dans un produit qui n'est pas automatisé du tout, donc la main-d'œuvre reste aujourd'hui ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus important pour réaliser le produit. Alors, on va descendre de scène tous les deux et on va regarder ce petit film qui va expliquer, d'ailleurs sur lequel vous parlez, qui va expliquer merveilleusement ce que vous faites. Et puis on remontera pour dessiner les perspectives futures de Le Jabi. Et la régie m'a entendu, c'est parfait. Cette maison, elle a 130 ans de savoir-faire, elle a un patrimoine exceptionnel, elle a inventé le premier maillot de bain, le premier soutien-gorge, le premier produit invisible dont elle a vendu 15 millions d'unités dans le monde. Le Jabi a toujours accompagné l'émancipation de la femme et aujourd'hui, avec Maison Le Jabi Couture, l'innovation, c'est de pouvoir proposer à des femmes de caractère des produits où elles pourront exprimer toute la singularité, toute la richesse de leur personnalité et de leur féminité. C'est un modèle sorti des archives, mais complètement revisité. Donc c'est la renaissance de la marque, c'est le mix entre ce modèle 13 années 60 et puis toute cette partie beaucoup plus moderne, beaucoup plus ajustée. Notre objectif, c'est d'être une marque de référence au niveau mondial. On part de Paris, qui est le cœur aujourd'hui en termes de haute couture, mais on est allé très vite à Londres chez Harrods, on va très vite à Moscou, et puis on est en train de s'installer petit à petit, de lancer des têtes de pont à Dubaï et en Chine. Всегда с большим интересом относится к таким и проектам, и маркам. Поэтому я уверена, что российские женщины по достоинству реально оценят ту работу, ту тонкую работу, которая есть в кутюре Le Jabi.
suis un peu sans mots, moi, hein, non mais- après ce que j'ai vu. Alors donc effectivement, avant de nous séparer, donnez-nous en quelques perspectives de développement 2014-2020. Cette excellence française, vous comptez la disséminer, la répandre où? Euh, On a vu beaucoup la Russie dans le... La dans le Russie, film. c'est notre premier client, notre premier pays à l'export, donc ça se développe, c'est un pays du luxe. Les autres pays du luxe qu'on aimerait développer, c'est la zone du Moyen-Orient, où il y a une très forte demande, mais on n'a pas du tout de partenaires ni de clients, donc il va falloir inventer quelque chose. Et puis on voudrait aussi sortir aussi des sentiers battus de la lingerie et développer la Chine, puisqu'on pense que les femmes chinoises, au moins les femmes chinoises de l'élite, commencent à rêver de très belles lingeries, de lingerie de luxe. Et on sait que 60% des Chinois évolués, disons, pensent que le Made in France, la France est le pays du savoir-faire. Et donc, comme le savoir-faire, c'est notre ADN, si vous voulez, le savoir-faire français, on pense qu'on peut vraiment développer quelque chose d'intéressant là-bas. Bah, en tout cas, bon courage à vous donc, pour aller développer. Je Oui. voulais juste dire une chose aussi, puisque chacun, on l'a dit pourquoi on voulait oser. Je pense que oser, pour moi, c'est aussi oser s'engager. Parce que derrière un projet comme ça, il y a beaucoup de stress, euh, beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, il faut vraiment, comment dire, vivre une aventure d'équipe pour pouvoir le mener à bien. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions quand vous le dites. C'était Oser très beau. ses émotions aussi. Et de temps votre en temps. lingerie, parfois, elle est très osée elle-même. Hein, mais, ouais.